Alors, on va maintenant aborder la première table ronde de cette journée, de cet après-midi, qui concerne la médecine personnalisée dans la maladie de Parkinson. Vous savez, c'est une médecine qui a pour but de proposer des soins qui sont adaptés pour chaque patient. Et c'est particulièrement important, particulièrement intéressant pour les personnes qui sont malades de Parkinson, puisque, comme on va le voir au cours de cette table ronde, c'est une maladie qui se développe de façon très différente d'un malade à l'autre. Pour en parler, j'accueille tout de suite le professeur Jean-Christophe Corvol, professeur Corvol qui est directeur du Centre d'investigation clinique de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Voilà, vous allez prendre place à mes côtés. Et puis je me demandais à Pierre Cousin de me rejoindre. Pierre Cousin a été diagnostiqué il y a 3 ans de la maladie de Parkinson, alors qu'il avait 39 ans. Et on peut dire que vous êtes extrêmement engagé dans cette démarche de médecine personnalisée, de coopération avec les professionnels de santé. Vous allez nous expliquer exactement en quoi ça consiste. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je vous rappelle qu'à l'issue de cette table ronde, il y aura un temps de questions qui sera proposé pendant à peu près une quinzaine de minutes avant d'attaquer la deuxième table ronde de cette journée. Professeur, peut-être une définition pour démarrer, parce que j'ai donné une définition très rapide de ce qu'on appelle la médecine personnalisée, mais quelle serait votre définition dans le cas de la maladie de Parkinson? Qu'est-ce qu'une médecine personnalisée? Donc, la médecine, elle est toujours personnalisée, je vous rassure. C'est-à-dire que la prise en charge d'un patient, quelle que soit la maladie d'ailleurs, va s'adapter en fonction des symptômes du patient et du diagnostic du médecin et des disponibilités thérapeutiques qui existent. Donc, en soi, la médecine, ce n'est pas une révolution, elle est personnalisée. Ce qu'on entend aujourd'hui en fait, par médecine personnalisée, c'est essayer de ne plus considérer une maladie comme la maladie de Parkinson comme une seule grande maladie qui a un traitement, mais de vraiment pouvoir identifier le traitement pour le bon patient au bon moment. Et donc, tout l'effort qui est fait aujourd'hui, c'est d'essayer d'identifier cette hétérogénéité au sein de chaque maladie pour pouvoir adapter le traitement au mieux. Si je comprends bien, je ne devrais pas dire une maladie de Parkinson, parce qu'en réalité, il y a différentes maladies de Parkinson. Je pense qu'il y a plus de 20 ans déjà, le professeur Agit disait qu'il n'y avait pas une maladie de Parkinson, mais qu'il y avait des maladies de Parkinson, et il avait entièrement raison. Et vous le saviez d'ailleurs bien mieux que nous. Effectivement, la maladie elle-même, elle est très hétérogène, avec des symptômes moteurs, des symptômes non moteurs, qui peuvent apparaître à des temps différents, qui peuvent évoluer de façon différente, et qui peuvent aussi handicaper les patients de façon très différente en fonction de l'environnement et de l'activité qu'ils ont par ailleurs. On va regarder un petit peu, très rapidement, une liste. Symptômes moteurs, par exemple. Donc les symptômes moteurs, vous les connaissez, c'est ce qui caractérise la maladie, c'est la lenteur et la raideur, et puis le tremblement également qui est caractéristique de la maladie. Et symptômes non moteurs? Et les symptômes non moteurs, ils sont beaucoup plus polymorphes. Il y en a beaucoup. Ça peut être des troubles du sommeil. Ça peut être, je crois que ce matin, vous avez eu des choses sur la cognition, sur l'anxiété, la dépression, le comportement. Ça peut être des troubles que nous, on appelle dysautonomiques, c'est-à-dire le contrôle finalement des organes, comme la constipation, les troubles urinaires, et la douleur dont on a parlé tout à l'heure, douleur elle-même polymorphe, avec des douleurs parfois articulaires ou musculaires, puis d'autres douleurs qui sont plus qu'on dit neuropathiques, des fourmillements ou des brûlures. Donc vous voyez qu'on a une palette en fait énorme des différents symptômes, et évidemment tous les patients ne vont pas présenter les mêmes symptômes, et encore une fois au même moment. Et justement, pour complexifier encore la donne, tous ces symptômes se développent plus ou moins vite selon les patients? Oui, absolument. Selon l'âge d'ailleurs à laquelle arrive la maladie aussi, peut-être. Alors c'est très lié à l'âge, c'est tout à fait vrai, c'est très très lié à l'âge. On définit la maladie de Parkinson finalement par les symptômes moteurs. En fait, le diagnostic, il est fait par les symptômes moteurs. Mais ces symptômes moteurs, ils apparaissent à un moment. Les symptômes non moteurs peuvent apparaître même parfois avant ou après le début des symptômes moteurs. Et il y a toute cette phase qu'on dit prodromale, en fait, ou prémotrice de la maladie, où on peut déjà avoir des prémices, une constipation, des petits troubles de l'odorat, parfois un syndrome un peu dépressif, ou des troubles du sommeil, qui précèdent parfois la phase motrice. Donc c'est très très variable selon les sujets.
Donc vraiment, c'est une maladie qui est extrêmement compliquée à cerner parce qu'elle évolue à la fois selon les patients, selon le type de maladie et selon l'âge. Et selon l'âge, typiquement les troubles cognitifs dont vous avez entendu parler ce matin, ou les chutes, par exemple, sont beaucoup plus rares quand on débute la maladie plus jeune. Par contre, même quand on n'a pas de maladie de Parkinson, on peut aussi avoir des petits troubles de mémoire ou de concentration, ou des petits troubles de l'équilibre, qui ne sont pas directement en rapport avec la maladie. Donc l'intrication de ce vieillissement normal, j'oserais dire, et de la maladie de Parkinson va ajouter à la complexité de la compréhension et du suivi des patients pour adapter le traitement au mieux. Voilà, d'autant plus que quand le patient arrive dans votre cabinet, il dit un peu ce qu'il a envie de dire. Alors Pierre Cousin, si je comprends bien ce que vient de dire le professeur Corvol, ça demande donc pour le patient qui vient voir son médecin d'être le plus précis possible dans la description de sa maladie. Il faut absolument être vraiment très précis parce que, comme ça a été dit, effectivement, on a toute une série de symptômes qui sont ou pas liés à la maladie, parce qu'on a aussi des choses qui sont normales et classiques liées à l'âge, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut absolument préparer son rendez-vous pour effectivement avoir une liste la plus exhaustive pour faire le tri dans tout ça. Je veux dire, c'est pour ça qu'on parle aussi le fameux phare dans la nuit, c'est qu'il faut absolument qu'on ait le regard éclairant du praticien sur tout ce qu'on peut ressentir, nous, dans notre quotidien. D'autant plus qu'il y a des symptômes dont vous souffrez, vous pouvez vous dire ça n'a rien à voir et ça peut être lié. D'où l'intérêt de vraiment tout dire. Il faut absolument tout dire, parce qu'il y a les symptômes dont on n'a même pas conscience qui sont liés à la maladie, les symptômes dont on a conscience qui sont liés à la maladie, mais qui en fait ne le sont pas forcément, parce qu'on peut avoir aussi d'autres choses qui viennent là-dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut établir une relation de confiance avec son praticien, pour pouvoir dire en fait quelque part tout ce qui se passe, et après à lui, de par ses connaissances, de faire le tri dans tout ce qu'on peut être amené à amener. Alors justement, vous avez en face de vous des patients qui peut-être ont un petit peu de mal à parler avec leur neurologue ou avec leur médecin, par timidité ou tout simplement parce qu'ils considèrent qu'ils ont en face d'eux un sachant et qu'ils ne savent rien. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Que c'est effectivement, on a de magnifiques sachants en face de nous, mais le vivant, c'est nous. Je veux dire, si je ne dis pas à mon praticien, à mon neurologue, à mon kiné, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je ressens dans tout ça, comment lui va pouvoir, avec ses connaissances, faire le tri dans tout ça. Je veux dire, ils ont une connaissance qui est une connaissance encyclopédique. Mais ma vie, mon quotidien, ce que je ressens au fond de ma chair, si je ne lui dis pas, il ne peut pas le deviner. Pour qu'on comprenne bien ce que vient de dire Pierre Cousin, on l'avait bien compris, mais pour le préciser peut-être, professeur Corvol, un patient que vous voyez pour la première fois qui n'est pas très précis sur ce qu'il ressent, sur les divers symptômes qu'il a, ça vous pose un vrai problème, vous, pour poser très clairement un diagnostic, voir où il en est dans sa maladie ? Alors, pour le diagnostic, pas forcément. Mais par contre, pour la prise en charge, absolument. Cette liberté de pouvoir exprimer l'ensemble des symptômes, c'est pas facile non plus aussi d'exprimer les symptômes vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément. Soyons clairs, vous entendez tout, donc on ne va pas vous choquer parce qu'on va vous dire quelque chose. Non, donc il faut arriver à avoir cette relation médecin-malade, mais qui met du temps à se mettre en place aussi. C'est pas à la première consultation qu'on va tout décortiquer, mais c'est très important d'arriver à mettre en place cette relation médecin-malade pour pouvoir librement donner les symptômes, effectivement, tous, qui soient ou pas en rapport avec la maladie. Nous, on fera le tri. Des fois, on le fait mal, le tri, d'ailleurs, parce qu'il y a des symptômes qu'on pense ne pas être en rapport et qui le sont quand même. Mais effectivement, il faut... Donc, sinon, le médecin, en tout cas, le neurologue, de façon un peu systématique, va adresser l'ensemble de ces différents symptômes. Dans les centres experts, par exemple, on a mis en place une base de données dont je parlerai tout à l'heure, où on liste en fait tous les principaux symptômes, je dirais. Et donc, on pose la question à chaque consultation pour savoir s'ils sont présents, absents, est-ce que ça handicape ou pas le patient dans sa vie de tous les jours. Et c'est comme ça, c'est la seule façon finalement qu'on a pour pouvoir ensuite bien adapter la prise en charge et le traitement du patient. Alors, une des spécificités de la maladie de Parkinson, c'est qu'elle peut avoir des causes très différentes. Quelles sont, professeur, les principales causes, on va dire, de la maladie de Parkinson ?
Ça, c'est une question à 1000 $, mais peut-être plus d'ailleurs. Les grandes causes. Il y a effectivement plusieurs causes dans la maladie de Parkinson. Comme il y a plusieurs maladies de Parkinson, il y a aussi plusieurs causes. Celle qu'on connaît le plus, c'est la synucléine, cette protéine qui s'agrège dans les cellules et qui va avoir une certaine toxicité pour la cellule. Il y a aussi des défauts au niveau de la mitochondrie, qui est l'organe énergétique en fait de la cellule. Mais il y a aussi, on commence à le comprendre de plus en plus maintenant, des phénomènes externes aux neurones dopaminergiques qui vont agir, comme l'inflammation. Certaines de cette inflammation d'ailleurs peut être soit toxique pour la cellule elle-même, le neurone, soit au contraire protectrice. Il y a sans doute plusieurs types de neuroinflammation. Et puis il y a tout un tas d'autres mécanismes, l'accumulation du fer. Et pourquoi c'est important de les connaître? Parce que du coup on peut imaginer essayer de cibler certains de ces mécanismes. Oui, parce que je présume que selon les mécanismes, ce sont des zones différentes du cerveau qui sont atteintes, et donc ça provoque des troubles différents. Alors, on a du mal à relier aujourd'hui encore, et c'est un des objectifs du projet que je vous présenterai tout à l'heure, un mécanisme avec un sous-type de symptômes particuliers. Ça, on ne sait pas encore très bien faire. Mais effectivement, l'objectif, ce serait d'arriver à comprendre le mécanisme de chaque symptôme pour pouvoir les soulager. Mais au total, ça veut dire que le même traitement ne donnera pas le même résultat selon les patients. Non, absolument. Si vous avez une maladie chez un patient qui est surtout liée à cette neuroinflammation, par exemple, eh ben, peut-être que cibler la synucléine, ce n'est pas le bon traitement pour celui-là. Et donc, c'est important d'essayer de trier finalement les mécanismes qui correspondent à différents sous-types de pathologies ou à différents patients. Donc, l'idée générale de la médecine personnalisée, c'est donc de proposer, en fonction des différents éléments dont nous venons de parler, la bonne thérapie. C'est exactement ça. Donc le bon symptôme, donc la palette de symptômes qui compose la maladie de Parkinson dans son ensemble, savoir au niveau de l'individu à laquelle elle correspond, et puis la palette de mécanismes, essayer de les mettre en relation pour pouvoir cibler le bon problème au bon endroit. Pierre Cousin, vous avez dit tout à l'heure, c'est important que le patient soit acteur de sa maladie. Vous avez utilisé ce mot d'acteur. Ça veut dire que ce dialogue avec le professionnel de santé, il est absolument indispensable. Pour moi, il est Parce que pendant des années, soyons clairs, vous m'arrêtez, vous êtes jeune professeur, mais je pense que dans le passé, quand une personne arrivait, il s'asseyait devant, il disait voilà, et puis j'ai la maladie de Parkinson, professeur, soignez-moi. Bon, ça a changé quand même. Maintenant. Pour moi, c'est primordial. Primordial déjà parce que c'est une maladie qui nécessite, Marc Dalmazo le mettait en évidence, c'est une maladie qui nécessite un coup de pied au cul. Et de toute façon, il faut aussi se mettre dans la démarche d'action et d'implication. D'implication avec son praticien, parce que de toute façon, on l'a dit tout à l'heure, c'est moi qui vais pouvoir lui expliquer ce que j'ai et pour qu'il puisse faire le tri. Et après, c'est moi qui vais aussi pouvoir me mettre en état de pouvoir prendre en charge d'autres activités, comme on a le traitement médicamenteux, mais il y a aussi tous les traitements non médicamenteux, les kinés, les orthophonistes, les ergothérapeutes, et je vais en oublier, mais des milliers. Il y a plein de choses qui sont à mettre en place et qui peuvent être mises en place. Et pour ça, là pour le coup, ce n'est pas mon praticien qui va faire de l'activité physique adaptée. C'est moi qui vais faire de l'activité physique adaptée. C'est à moi de me mettre en branle pour effectivement être acteur de ma maladie et arrêter d'être patient. Le patient, c'est celui qui attend. Et par contre, oui, il faut être acteur de sa maladie. C'est très, très important. C'est très important pour moi et je pense que c'est très important, d'autant plus important, dans la maladie de Parkinson. Oui, je pense, professeur, que quand un patient vient vous voir, quand un malade vient vous voir, qui dit « je vais être acteur de ma maladie », déjà, vous êtes aux trois quarts rassuré, non ? Aux trois quarts rassurés, oui, parce que c'est ce qu'on appelle la médecine participative. C'est-à-dire que effectivement, c'est vous qui êtes malade, c'est pas moi. Et en même temps, l'objectif du praticien, c'est d'essayer de vous donner tous les outils en fait pour pouvoir agir contre cette maladie. Et on sait que c'est pas facile, mais avoir un patient qui est motivé pour pouvoir suivre les séances de rééducation, s'il y en a besoin, s'il n'y en a pas besoin de le travailler autrement, c'est extrêmement important. Alors, pour avoir une prise en charge personnalisée, il faut un diagnostic extrêmement précis. Et pour faire ce diagnostic, vous disposez de plusieurs outils. On va dire quoi? Le premier, je ne dirais pas le plus important, mais en tout cas, le principe, c'est quoi? C'est l'examen clinique au départ. À vrai dire, aujourd'hui, le diagnostic précis, il reste clinique.
essentiellement clinique. C'est vraiment la description des symptômes que va faire le patient et l'examen clinique va relever des signes en fait qui va permettre de rattacher ou pas les symptômes en question avec la maladie. Mais c'est vrai qu'il y a certaines explorations qu'on peut faire, soit d'imagerie, l'IRM par exemple qu'on fait systématiquement, qui de plus en plus aujourd'hui, mais ça reste du domaine de la recherche, va nous renseigner sur certaines localisations de la pathologie et certains symptômes. Vous considérez que l'imagerie c'est un outil indispensable aujourd'hui dans la construction du diagnostic? Demain sans doute. Aujourd'hui, on fait plus une imagerie cérébrale pour éliminer d'autres diagnostics différentiels de la maladie de Parkinson. Donc on fait une IRM au début et puis après on ne va pas suivre l'IRM. Mais dans la plupart des études de recherche, pour suivre la progression, on sait aujourd'hui que l'IRM peut renseigner beaucoup plus que ce qu'on pensait auparavant. Et au niveau du réseau de recherche Parkinson français, on essaye de mettre en place justement une standardisation de ces IRM dans les différents centres pour que les examens puissent être comparatifs et qu'on puisse détecter ces petits signes en fait qui ne sont pas faits sinon en diagnostic courant, en médecine pratique courante. Et vous disposez d'assez d'IRM, elles sont relativement disponibles ou on est un petit peu en pénurie en France? Oh non, les IRM, elles sont disponibles en France. Ce qui est compliqué, c'est de coordonner les efforts pour que les IRM soient faites de la même manière partout et de pouvoir du coup les colliger, essayer de mieux comprendre et de mieux suivre les patients comme ça. Alors je sais qu'il n'existe pas de marqueurs spécifiques biologiques de la maladie de Parkinson et pourtant on pratique souvent des analyses biologiques. Qu'est-ce que ça peut vous apprendre ? Alors, il n'y a pas de marqueur du Parkinson. Dans le diabète, on dose le sucre ou l'hémoglobine glyquée, et puis ça permet non seulement de faire le diagnostic, mais en plus de suivre la pathologie. Et dans le Parkinson, aujourd'hui, on n'a pas. Et pourtant, ce n'est pas lié à un manque de recherche, parce qu'il y a des recherches extensives là-dessus. La synucléine, par exemple, on essaye de la doser dans le sang, dans le liquide céphalorachidien, mais finalement, ça ne renseigne pas aujourd'hui ni sur le diagnostic, ni sur la progression. Donc ça, c'est du domaine de la recherche. Par contre, il est extrêmement important, on a dit l'âge tout à l'heure jouait un rôle, toutes les comorbidités ou les pathologies associées au Parkinson vont être très importantes à prendre en charge en fait en parallèle. Donc je dirais que les examens biologiques usuels, ils sont importants pour détecter d'autres pathologies associées, et comme on a déjà le Parkinson, si en plus on a autre chose, il faut bien prendre en charge le reste également. Alors, vous venez de parler de pas mal de choses, parce qu'il y avait l'examen clinique, il y avait les images IRM, il y a les analyses biologiques. Ça fait beaucoup d'informations, nombreuses informations parfois complexes. Comment vous faites pour faire une espèce de synthèse et comment on réussit ou comment on va améliorer cette synthèse de toutes ces informations ? Alors l'idée qu'on a, c'est d'essayer d'utiliser les nouvelles techniques d'intelligence artificielle qui sont très à la mode en ce moment, parce que c'est vrai qu'on va crouler sous les informations. On n'a pas parlé des informations génétiques aussi qui peuvent renseigner. Et donc quand on met tout ça dans un grand sac, finalement, les mathématiciens aujourd'hui, ils sont capables de capturer les éléments essentiels qui vont permettre de définir les différents profils dont on a parlé tout à l'heure et essayer de revenir à l'individu à partir de tous ces paramètres-là. Justement, est-ce que ça vous permet, toutes ces informations, d'avoir finalement une idée précise je dirais, du développement de la maladie, de la trajectoire individuelle du malade ? Pas encore complètement, mais il y a certaines choses qu'on peut effectivement prédire, je dirais, ou du moins dans l'idée de le prévenir derrière, c'est-à-dire qu'on est capable d'identifier certains profils cliniques, en tout cas, qui vont évoluer un petit peu différemment. Quand ils sont associés à un marqueur génétique, ça va être encore un petit peu différent. Et puis quand on associe encore un marqueur d'imagerie, on peut trouver des profils comme ça qui vont se détacher un peu du reste et qui permettraient dans l'avenir de définir des stratégies thérapeutiques spécifiques pour ces différents profils. Et est-ce que ces informations vous permettraient de mettre en place certaines mesures préventives ? Je pense par exemple à les préventions des chutes. Si dans un cadre particulier de Parkinson, une personne est beaucoup chuteuse, est-ce que le fait d'avoir cette carte d'identité un peu individuelle de chaque personne vous permettrait
de faire de la prévention. Alors l'idéal, ce serait d'avoir un médicament qui permette de prévenir l'apparition des choses, comme on a par exemple en cardiovasculaire, pour éviter l'infarctus, on sait qu'il faut faire baisser le cholestérol, traiter la tension, etc. Dans le Parkinson, on n'en est pas encore là, mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'avoir une activité physique importante, ça diminue la sévérité des symptômes et sans doute que ça protège un peu sur l'évolution motrice de la maladie. Avoir un entraînement cognitif, pareil, ça permet sans doute de ralentir un peu le risque de déclin cognitif qu'on peut avoir dans cette maladie et dans d'autres d'ailleurs, parce que c'est vrai aussi dans la maladie d'Alzheimer. Mais est-ce que ça permet, à partir du moment où vous avez cette image plus précise pour chaque personne, de mieux adapter les médicaments derrière, les traitements médicamenteux? Alors les médicaments aussi, surtout sur la tolérance du médicament. Arriver à savoir si un patient est à haut risque de développer certaines complications des médicaments. Je ne sais pas si vous avez parlé ce matin de certaines addictions qui peuvent survenir avec certains médicaments dopaminergiques. Eh bien, si on est capable de se dire attention, celui-là, il est à haut risque de développer quelque chose de ce type-là, ben, on va adapter peut-être des doses un peu moindres chez certains individus, ou au contraire, ou même éviter le médicament si jamais le risque est important. Donc mieux cibler les médicaments à prescrire. Donc mieux cibler les médicaments, éventuellement mieux cibler les doses. Et puis encore une fois, il n'y a pas que les médicaments, il y a aussi toute l'action que va avoir le patient contre sa maladie et pouvoir le diriger un petit peu. Alors justement, Pierre Cousin, qu'apporte selon vous ce dialogue? Parce qu'on l'a vu, au moment où on établit un diagnostic, il y a beaucoup d'examens qui vont se passer, donc fatalement, il y a un dialogue entre le spécialiste et le patient. Qu'est-ce que ce dialogue avec le neurologue et d'ailleurs les autres professionnels de santé mis en place dans le cadre de la médecine personnalisée va vous apporter à vous? Il nous ouvre le champ des possibles. Enfin, ça, c'est une phrase aussi un peu fourre-tout, mais je veux dire, le professeur Corvol l'a expliqué. Lui, le praticien va pouvoir nous dire, voilà, dans votre traitement, vous avez effectivement des traitements médicamenteux, des traitements non médicamenteux, qui vont permettre effectivement d'avancer dans tout ça. En fait, nous, on arrive, et c'est aussi pour ça que la première consultation est toujours un peu compliquée, c'est qu'accessoirement, c'est la première consultation, on nous explique, vous êtes malade de Parkinson, donc c'est vrai que c'est compliqué d'entamer un dialogue dès la première session, mais après, ça permet au moins d'entrer dans cette relation de confiance et de dire, voilà, enfin, dans votre cas, dans votre pathologie, dans votre pratique, on ne peut pas mettre ça en place, ça en place, ça en place. Et je veux dire, il y a des choses qui peuvent se mettre en place très vite, très tôt. Et moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi dans les traitements non médicamenteux, c'est la capitalisation. Ne pas attendre en fait de faire de la rééducation fonctionnelle, de ne pas attendre de faire de l'orthophonie, mais on peut travailler ça en amont, de capitaliser et de pouvoir justement partir de quelque part de plus haut avant de partir et de perdre ses compétences. Je pense que la capitalisation est très très importante. Et ça, c'est dans le dialogue avec les professionnels de santé, les paramédicaux, comme on les appelle souvent, qu'on peut travailler aussi en amont par rapport à ça. Donc vous avez aujourd'hui acquis la certitude que ce dialogue avec le professionnel de santé va aider à mieux ajuster votre traitement, à mieux personnaliser votre traitement? J'ai acquis cette certitude et c'est mes professionnels de santé qui m'ont fait acquérir aussi cette certitude. Je veux dire, on avance tous dans le même chemin, sur le même parcours. Je veux dire, eux aussi ont hâte quelque part que je puisse, que j'aille mieux. Je veux dire, le professionnel de santé, il est là pour faire avancer ma santé. Donc à partir de là, il travaille pour ma santé. Et si j'interviens moi aussi sur ma santé, on est deux à travailler dessus. Donc c'est vrai que l'implication et la certitude, oui, on est obligé de l'avoir parce que ils sont là aussi pour nous accompagner sur ce chemin-là, quoi. Alors vous venez de suivre. Alors je crois que vous l'avez pas tout à fait terminé encore. Non. Votre formation de patient. Alors on dit patient intervenant. Je crois qu'autrefois on disait patient expert, il me semble. Je ne sais pas si c'est exactement la même chose, mais peu importe. Au sein d'un programme de TP, qu'est-ce que cela va vous permettre de faire que vous ne saviez ou ne pouviez pas faire jusqu'à présent? Alors le patient intervenant, donc c'est vrai que comme beaucoup de maladies chroniques se mettent en place donc de l'éducation thérapeutique aux patients, donc ETP. Donc ça permet en fait de se retrouver souvent dans les centres experts, en tout cas pour la maladie de Parkinson, où on nous explique, on nous accompagne en fait pour nous expliquer ce que c'est que la maladie, ce que c'est que les traitements, quelles sont aussi les choses qu'on peut mettre en place.
Et donc, cette formation que je vais finir, et je remercie encore France Parkinson de nous permettre de faire ce genre de choses, parce que c'est vrai qu'on est l'une des formations en fait, les plus importantes en fait, au niveau des patients intervenants. Et ça permet en fait, d'avoir un regard dans une équipe interdisciplinaire, donc avec des professionnels de santé, que ce soit les médecins, les neurologues, mais aussi des psychologues, des neuropsychologues, des kinés, etc., en fonction des lieux. Et donc, on va intervenir avec en plus un sachant, et ça me permet d'avoir le sésame pour pouvoir dire, voilà, enfin, dans ces cours, dans ces accompagnements, eh ben, ils ne sont pas tout seuls, en fait. Ils ont aussi, en fait, quelqu'un qui est comme eux, qui connaît la maladie comme eux, et qui va pouvoir, en fait, d'un simple regard, pouvoir partager avec eux. Le fait de connaître la maladie de l'intérieur, selon vous, ça permet de faire comprendre beaucoup de choses aux professionnels de santé qu'ils ne comprendraient pas aussi bien si vous n'aviez pas cette action? Non, je ne pense pas que ce soit... de toute façon, c'est répété dans la formation, on est des facilitateurs. En fait, on est le pont, on est la porte entre l'équipe d'éducation thérapeutique et les patients. C'est-à-dire qu'on intervient pour faciliter et pour dire, voilà, en face, il n'y a pas que des sachants, il y a aussi un vivant, et ça facilite en fait la parole de l'auditoire quelque part, de ceux qui sont là pour parler, pour expliquer ce qu'ils ont, et pour faciliter après la médecine personnalisée et le dialogue aussi avec leurs praticiens. Alors, je vais prendre des questions dans la salle. Auparavant, peut-être une dernière question avec vous, professeur Corvol, et c'est une question un peu poil à gratter, si j'ose dire. Finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, les professionnels de santé, ils disaient mais que les patients nous foutent la paix, on connaît notre boulot, on va les soigner, et qu'ils se taisent. C'est totalement l'inverse aujourd'hui, vraiment, quoi. Je crois que il y a dans la maladie de Parkinson, on a la chance d'avoir certains traitements, mais on sait très bien que ça soulage qu'une partie des choses et une petite partie des choses. Donc encore une fois, s'il n'y a pas l'engagement du patient dans la prise en charge de sa maladie, de toute façon, nous, on ne sert à rien en fait. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, vous le disiez très bien, tout cet environnement autour de la maladie, puis la manière dont le patient va la vivre au quotidien est extrêmement importante en fait dans la prise en charge globale. Donc c'est vers ça en fait qu'on va de plus en plus. C'est plus on a une maladie, on donne un traitement. C'est on a une maladie, on vit avec, ça entraîne tel ou tel handicap, et c'est en fonction de ça en fait qu'on va agir. Mais vous comprenez que c'est un changement d'esprit. Je présume qu'il y a beaucoup de patients qui arrivent dans votre bureau qui n'osent pas vous parler, qui n'osent pas vous dire ce qu'ils ont, simplement qui disent ben voilà, j'ai ça, docteur, professeur, soignez-moi. Et qui ne fassent pas ce dialogue, qui par crainte, par honte, par manque de culture, enfin on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Mais c'est bien pour ça que les actions des patients comme vous, de l'association, de l'éducation en fait globale de la population et plus particulièrement des gens atteints de maladie de Parkinson est extrêmement importante pour qu'il y ait une conscience que c'est un chemin qu'on vit à deux et qu'on traverse à deux, enfin à plusieurs, mais on est juste un acteur, nous, en tant que soignants, dans ce chemin. Dit autrement, vous dites aux patients, vous ne nous embêtez pas quand vous nous racontez votre vie. Il me cherche vraiment, mais... Oui, je vous cherche. Non, je crois pas. On est même au point où on est prêt aujourd'hui à rajouter des capteurs. Vous savez que dans nos téléphones portables, dans notre vie de tous les jours, en fait, on est fliqué de tout, de nos déplacements, de notre voix, puisqu'on y parle, de la manière dont on se comporte, etc. Et ces informations-là, je pense que dans un avenir proche, elles vont être très importantes pour le praticien de pouvoir avoir accès à certaines de ces informations pour compléter le discours ou le ressenti du patient pour la prise en charge. Donc non, ça ne nous embête pas d'avoir les symptômes. Il faut qu'on ait le temps de le faire et qu'on fasse le tri derrière. Donc ça, mais vous savez diriger un débat, nous on arrive à diriger dans le temps de la consultation ce qu'il faut, mais c'est très important. Une réaction et je prends une question dans la salle. Non, mais c'est vrai que
il faut savoir effectivement, mais comme dans toute relation quelque part de couple, je veux dire, enfin, on est deux sur ce chemin-là. Je veux dire, il y a un moment où il faut savoir aussi dire, bah, écoutez, voilà, ça c'est effectivement en lien avec la maladie, ça c'est effectivement en lien avec tout ça. Mais après, tout le rôle aussi du praticien, c'est de savoir dire, écoutez, sur ces symptômes-là, vous mettez pas Martel en tête. Je veux dire, enfin, on n'a pas que Parkinson dans la vie. Elle nous bouffe bien la vie, mais il ne faut pas qu'elle nous bouffe toute la vie en fait. Et c'est aussi le rôle du praticien de nous aider à dire, voilà, enfin. Dans votre maladie, vous avez ça, ça, ça et ça qui sont liés, ça, ça, ça et ça qui sont impactés, mais sur ces parties-là, foutez-lui la paix et elle vous foutra la paix aussi, quoi. D'accord. Allez,